Bienvenue sur Signe, le podcast dédié aux signes. Chaque épisode est centré sur un signe unique choisi par l'invité. Il peut être visuel ou sonore, icône, symbole, indice, geste, inscription, objet, tout ce qui lui parle. Nous examinons le fonctionnement du signe, les contextes dans lesquels il apparaît et les manières dont il est interprété. Pour ce 5e épisode, le 3e en langue française, je suis ravie de recevoir Nicolas Pommier. Nicolas est doctorant contractuel à l'université Sorbonne Nouvelle, rattaché au laboratoire Lattice, où il prépare une thèse consacrée à la typologie des propositions subordonnées relatives sous la direction de Paul Samvélian et Pascal Amstili. Formé d'abord au design graphique à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, puis à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, avant d'entreprendre en parallèle un cursus en sciences du langage, il développe un parcours à la croisée du signe visuel et du signe linguistique. Sa biographie ainsi que la transcription intégrale de l'épisode sont disponibles sur sciencepodcast.com. Donc, bonjour Nicolas, ton signe. Bonjour. Bonjour, moi je suis très contente, ton signe me parle beaucoup. Et si tu peux nous en dire un peu plus tout de suite sur ton choix de signe pour cet épisode. Alors, le choix du signe sur le Y, en fait, ça remonte à mes années de master aux arts décoratifs à Paris, où je devais rédiger un mémoire en design graphique. Et en parallèle, j'étais inscrit en licence de linguistique. Et je voulais un sujet de mémoire qui puisse mêler un peu ces deux aspects. Et donc, j'ai choisi un peu le plus petit dénominateur commun qui me semble être la lettre. Et c'est comme ça que je me suis porté sur le Y, puisque bon, comme on verra dans l'épisode, il y a beaucoup à en dire. Donc c'est un mémoire que j'ai soutenu en 2021, donc il y a 5 ans bientôt. D'accord. Merci beaucoup. Oui, je l'ai parcouru, je l'ai lu certaines parties en profondeur et c'était vraiment très, très intéressant. Donc, l'idée du plus petit dénominateur commun, donc ça, c'est vraiment très intéressant comme approche. Est-ce que c'est une approche, mais après, j'ai vu les chapitres, donc ça parle de symbolisme, d'iconographie, le Y comme index, enfin, ce signe qui a plein de facettes. Donc, comment tu as fait pour organiser cette recherche? En fait, ça me fascine la manière dont tu as décidé de hiérarchiser l'approche. C'est vrai que ça c'était une grosse question, puisque pendant un an, presque entièrement, j'étais plongé dans cette recherche sur le Y. Et j'ai accumulé beaucoup de choses. J'ai un peu recherché par association. Je suis tombé sur une source, ça m'a amené sur autre chose. Parfois, c'est un peu par hasard. Et à la fin, je me suis retrouvé avec une somme énorme de plein d'informations qui me semblaient pas du tout reliées les unes avec les autres. Et je savais pas trop comment organiser. Donc, bon, j'ai essayé de trouver un peu une architecture qui permettait de relier certaines informations entre elles. Et c'est après coup que je me suis dit que j'allais utiliser le Y aussi comme sommaire lui-même, puisque dans beaucoup de mes recherches, j'ai trouvé que c'était associé à un coin de cube. Donc je me suis dit finalement, le Y, c'est beaucoup de choses, il y a plein de facettes. Moi, je n'en aborde que quelques-unes. Donc ça m'a permis de me dire que bon, de renoncer un peu à cette recherche d'exhaustivité et de me dire je vais juste me concentrer sur certains aspects. Donc surtout l'aspect d'abord typographique, puisque j'étais quand même en design graphique, l'aspect un peu plus historique, linguistique, sur l'origine du signe, l'usage, ses sons, ses usages comme mots aussi, puisqu'il y a des mots qui sont juste représentés par le Y. Et puis un aspect un peu plus symbolique avec diverses études de cas. Donc
en mathématiques, parce que j'avais fait aussi une petite formation mathématique avant, donc ça m'intéressait également. Et puis après, dans la musique et dans les sciences aussi, il y a pas mal de choses liées au Y. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai procédé. Mais c'est vrai que les liens étaient pas forcément toujours évidents à établir. Oui, oui, puis, donc je vois le point d'entrée, donc le glyphe et si je mets à l'écran maintenant, une première slide, la première planche, de représentation, de Y qui vient de plusieurs systèmes d'écriture. Oui, ça c'était sur la recherche un peu. Et l'étymologie graphique, c'est Louis-Jean Calvet qui utilise ce terme. Donc si on reprend le Y latin, ça remonte, c'est évidemment emprunté au Y, enfin au Y grec, qu'on a appelé Y après, et qui est lui-même emprunté au phénicien. Et si on remonte encore plus loin, ça dérive probablement du proto-sinaïtique, qui serait là encore une réinterprétation des hiéroglyphes. Donc après, plus on remonte, plus c'est difficile d'établir la parenté avec cette certaineté, mais euh, avec certitude, mais voilà, je trouvais ça intéressant, surtout d'un point de vue phonétique. On sait que le Y phénicien, en fait, c'était pas un I ou un U, c'était le son wa, l'approximante avec la double articulation labio-vélaire, et c'est un son qui se retrouve encore aujourd'hui dans des lettres apparentées comme le wa arabe, qui est à la même étymologie. Donc voilà, ça montre aussi non seulement l'évolution, enfin l'étymologie graphique, mais aussi l'évolution phonétique qui a pu y avoir dans les usages de ce signe. Et je vois dans cette planche, on va laisser l'évolution typographique, là, pour aller vers cette chose qui me fait vraiment très plaisir de découvrir, en fait. C'est la première fois que je découvre, cette notion de molecular typography avec un exemple ici de Henderson. So, Euh, avec cette formation d'Y atoms. K-tomes, A-E-tomes, oui. Oui, ça me semblait amusant de mettre les deux en perspective parce que ça permet de confronter deux visions complètement différentes de la typographie et du dessin de lettres. Il y a la vision assez traditionnelle qui est basée sur la notion de ductus, c'est-à-dire l'enchaînement d'un ensemble de traits qui définissent la structure de la lettre. Donc là, pour le Y, classiquement, pour le Y capital, on commence par tracer la diagonale de gauche, puis on enchaîne avec le FU, et on finit par la diagonale de droite qui rejoint les deux premiers segments au milieu. Sachant qu'il y a un autre ductus aussi du grec avec juste deux traits. Voilà, à partir de là, selon l'outil, utiliser la forme du Y peut être très différente, notamment sur le contraste. Donc là, on voit que sur le dessin de Pacioli, deux segments de gauche sont plus larges que le segment de droite, donc on parle de contraste. Petit à petit, la typographie s'est distinguée de la calligraphie, puisqu'elle a d'abord cherché à imiter la calligraphie, et petit à petit, elle s'en est extraite, et elle s'est un peu euh, rationalisée, et donc on est petit à petit arrivé vers une perspective de la lettre avec ce qu'on appelle des composantes, donc des segments indépendants qu'on agence et voilà, qu'on peut agencer différemment pour former différentes lettres. Mm. Et donc, je trouve que c'est bien illustré par cette conception moléculaire où, à partir de mêmes éléments, c'est simplement un jeu de construction où on recompose différentes lettres. Oui, Voilà. C'est un peu la oui, et manière puis qu'on a ça, aujourd'hui de concevoir la oui, typo. et Ouais. puis ça a cette jolie capacité à générer un langage formel, cette formalisation possible de typographie que j'ignorais en fait, et enfin, je trouve ça assez ludique, voilà, comme approche. Oui. Euh, Voilà, juxtaposé ici sur la même page, je sais pas si c'était une envie esthétique ou voilà, on voit le patchouli. Pacioli. Alors, c'est aussi Oui, montré qu'à l'origine, la typographie était très liée à la Renaissance. C'est le moment où s'est développée l'imprimerie, et
c'était aussi un moment où on remettait l'homme au cœur de la recherche un peu scientifique à l'époque. Et donc, il y a beaucoup d'humanistes qui ont cherché à redessiner les lettres à l'image du corps humain. Et donc, là, on voit Pacioli, euh, voilà, il inscrit dans un carré et un cercle. Et en fait, ça évoque l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Et c'est d'ailleurs Léonard de Vinci qui a dessiné ces planches-là. Et plus tard, on a en France Geoffroy Tory qui a écrit le livre s'intitule le c'est assez amusant, ça s'appelle Chant fleuri, donc c'est redessiner les lettres à la mesure du corps et du visage humain. Et donc on voit bien que on a une sorte d'humanisation de la lettre. Et d'ailleurs tout le vocabulaire typographique est inspiré de la morphologie humaine. Voilà, ça met un peu en rapport avec une autre approche plus architecturale de la lettre, où on assemble des choses, mais finalement dans la typographie moléculaire, on retrouve une autre forme de vie plus microscopique. Donc voilà, c'était un peu pour montrer ces deux approches. Oui, c'est une chouette juxtaposition et j'aime Mm. beaucoup le patchouli. Il y a des lettres, j'imagine que le Y s'y prête particulièrement facilement et bien à ce genre d'exercice d'anthropomorphisme, d'humanisation de la lettre, puisqu'il y a on peut facilement imaginer une personne avec les bras levés, écartés, et puis les deux jambes ensemble. Il y a d'autres lettres de l'alphabet latin qui sont beaucoup plus compliquées à reproduire Euh, ou à imaginer, incarner en fait. oui, c'est d'ailleurs, enfin, c'est une image qui est assez présente dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs, Victor Hugo qui a écrit tout un texte là-dessus dans Alpes et Pyrénées, c'est un carnet qu'il a rédigé à la fin du 19e. Et il écrit avez-vous remarqué combien l'Y est une lettre pittoresque qui a des significations sans nombre? Et il compare le Y à un arbre, à un embranchement de deux routes, au confluent de deux rivières, à une tête d'âne, à un ver à pied, etc., etc. Et aussi à une figure humaine qui lève les bras au ciel. Donc, bah, c'est finalement assez, assez répandu comme, comme image. Et d'ailleurs, c'était sur la planche précédente. En fait, j'avais mis aussi le caractère chinois ya qui signifie fourche, bifurcation. Donc on a voilà aussi cette motivation du signe qui est toujours présente dans d'autres systèmes. Voilà. Oui, parce que oui, tout simplement parce que c'est un signe naturel. Mm. Et on en reviendra peut-être un peu plus tard, Oui. mais justement, tu l'as mentionné précédemment, le cube, le coin, l'angle, c'est une représentation d'un graphique qui est autour de nous, que ce soit une branche d'arbre ou si on lève les yeux vers le plafond, il y a de fortes chances de retrouver un Y Mm. qui fait la jonction entre mur et plafond. C'est architectural, mais ça existe depuis que l'homme existe, en fait, hein. Donc, on va certainement y revenir. Oui, et j'avais regardé aussi d'autres descriptions du Y de la Renaissance et c'est Albrecht Dürer qui parle pour son Y, il considère que lui, il part du I, il le coupe en deux dans la moitié supérieure et il l'écarte. Et donc ça forme comme un objet en relief Mmh. qui dessine un coin de cube. D'ailleurs, il parle de branches avant et arrière, donc c'est assez étonnant, on dirait qu'il pense l'objet en relief. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez présent. Oui, donc ça c'est Mm, un point de vue intéressant de mm, Dieu, que mm, de le prendre comme entité en fait, modifiée. Donc la modification d'un objet auparavant entier mm. et de le bifurquer. Ça c'est oui. Ici, ça c'est drôle d'image que je vois avec un clown. Ah oui, ça c'est amusant parce que c'est la première image que m'avait envoyé mon directeur de mémoire, Philippe Millot.
je cherchais un directeur et je lui avais envoyé un mail et il m'a répondu que normalement il voulait pas prendre de nouveaux étudiants, mais qu'il se trouvait qu'il encadrait un mémoire sur le clown et que il avait cette image-là qui faisait vraiment la jonction entre les deux. Donc c'est comme ça qu'il a accepté de m'encadrer. Donc je trouvais ça assez assez amusant ouais, de la mettre là. Et finalement, c'est à nouveau un Y artefact puisque c'est la figure du lance-pierre et c'est très lié à la forme du Y. C'est d'ailleurs dans la manière de décrire le lance-pierre, on parle souvent d'un manche en Y. Donc voilà. Et c'est quoi, juste pour, c'est une jolie petite Mm. histoire, mais c'est quoi le langage? C'est du C'est du en polonais. polonais. Mm. Ok. Oui, où là, le cirque s'écrit pas avec un I, mais avec un Yeah, Y. yeah. À côté de cette image de clown, là, Ah, je sais. c'est ouais, un peu différent. C'est un Tchèque, Karel Tiger, qui a fait un livre qui s'appelle Abécéda, donc un abécédaire avec à la fois un poème, donc là qui apparaît pas, mais qui est en page de gauche normalement, et puis une chorégraphie euh, d'interprétation chorégraphique de la lettre, et puis un photomontage, voilà, avec en page de droite, on regarde le texte. Et là, le Y, ça renvoie à... Le poème est assez étrange, mais il parle d'à la fois de jouets pour enfants et de, de, d'éléments un peu de guerre et d'affrontement. Et donc, je pense que ça renvoie aussi au Y comme une arme de jet ou euh, voilà, ce qui pourrait expliquer la chorégraphie de Maïrova, comme si Mmh. elle était touchée par une balle. Oui, c'est beaucoup d'interprétation et c'est ça me fait penser à la mimodynamique, façon Jacques Lecoq, cette personne qui travaille le mouvement, un peu contre justement des représentations, des calques un peu directs, faits par le corps et donc c'est un peu étrange de voir cette photographie où la personne, voilà, c'est pour moi un petit peu le contraire du Y qui, si je devais le personnifier, serait peut-être un peu plus joyeux et légère et vivante. Ouais. Euh, Et c'est vrai que la chorégraphie finalement n'imite pas vraiment la lettre, mais je pense que c'est plus une interprétation du texte, du poème écrit sur le Y. ouais, ça, yeah, ça fait plus sens. Et parce que Oui, le oui. poème fait référence à l'épisode de David et Goliath. Donc, je pense que c'est un peu plus ça qui est représenté que la lettre elle-même. Ce qui est assez Mm. intéressant parce que bon, quand on parle de Y dans l'alphabet dansé, on pense évidemment aux deux bras levés. Et, c'est pas ce qui a été choisi pour cet abécédaire. Mm. Oui, non, mais c'est parce que je pensais aux jouets et je me disais, mais moi aussi, j'aurais pensé aux jouets, mais c'est parce qu'il y a l'Y dans le taux et Ah oui, donc pas pour les mêmes raisons. je sais pas, oui, dans Toy, s'il y a eu des représentations de Toy avec un Y qui fait un jouet, je sais pas, j'ai pas d'idée en tête. Ah, ça vient de quelque part. Il Hmm. suffit que l'auteur du poème a rencontré le mot toy en traduction de jouet, ne serait-ce qu'une fois et ça reste. Dans la planche suivante, Oui, très jolie gravure ou imprimée. bah c'est Champfleury de Toré dont je parlais tout à l'heure, donc c'est un ouvrage du 16e, début du 16e siècle. Donc dans ce livre, il y a beaucoup d'analogies entre la lettre et le corps humain, comme j'avais dit, c'est un peu l'objectif, mais il y a aussi d'autres figures allégoriques et notamment le Y est représenté sous forme de ce que Tori appelle la lettre pythagorique. Donc en fait, ça remonte à un vieil apologue, l'apologue de Prodicos, où ça raconte l'histoire de Hercule qui, arrivé à l'âge adulte, doit choisir euh, le chemin qu'il souhaite emprunter pour sa vie future. Et donc il y a
deux voies qui s'offrent à lui, la voie de gauche qui est large, facile, peut-être de plaisir, mais qui mène un peu à la damnation, et puis la voie de droite qui est plus difficile, plus étroite, mais mais qui mène à la rédemption et voilà. Donc c'est à la vertu, à la gloire. Donc c'est un peu cette image qui est représentée sous forme du Y, puisque traditionnellement dans la typographie, la branche de gauche est plus large que la branche de droite. Et donc ça colle aussi bien avec la vision chrétienne du choix entre vice et vertu. Est-ce que les objets qui sont pendus aux deux extrémités du Y, là, leur symbolique par rapport à la vertu et la vice, Euh, ou est-ce que ce n'est pas aussi... c'est dans le petit texte que Tori met en dessous. Il dit yeah. la voie de volupté. Donc j'ai figuré attacher une épée, un fouet, des verges, un gibet et un feu, pour montrer qu'en fin de volupté dépendent et s'ensuivent tout misérable mot et grief tourment. Alors que dans la voie de la vertu, j'ai attaché voilà, un chapeau de laurier, donc des palmes, un sceptre, une couronne, donc pour montrer que de vertu vient toute gloire pure, tout honneur, toute royale domination. Donc voilà, c'est vraiment des figures allégoriques de la vertu face au vice. Et voilà, c'est assez amusant que ça se retrouve sous forme d'un Y. Oui, oui, Mm. oui. Et oui, c'est une superbe manière de faire une représentation graphique qui encode autant de sens, en fait. Juste en modifiant la taille des deux branches. Donc, est-ce que ma question, Mm. c'est laquelle est apparue en premier? C'est la choix graphique d'une branche plus fine, ou est-ce que toute graphique avec la branche plus fine à droite nous vient en fait de cette interprétation médiévale, Euh, ou est-ce qu'on ne sait pas? C'est euh, je crois que c'est assez ancien, puisque c'est déjà attesté chez Lactance, donc c'est un philosophe ça date du VIe siècle. Et donc il renvoyait déjà au Y comme lettre pythagorique. Après, j'ai pas étudié tout en détail, donc de comment cette représentation a été faite à travers les siècles, parce que je suis pas sûr qu'à l'origine il y ait cette distinction typographique qui arrivera plus tard avec la plume calligraphique. Je sais pas si déjà à l'époque c'était le cas, mais en tout cas la symbolique de Y comme un choix entre deux chemins, c'est déjà attesté Hmm. depuis longtemps. Mm. Oui, et puis le fait que ce soit à droite aussi, euh, Oui. ça fonctionne. Et après ça a été repris ensuite dans d'autres iconographies. Donc là j'ai mis sur la même planche l'icône basiliquée, donc au XVIIe, où on voit clairement un grand Y avec à gauche les ténèbres, à droite le paradis, la lumière divine, et le souverain qui regarde vers la droite et qui renonce Hmm. à la gloire terrestre, plutôt aller vers la gloire divine. Donc on va avec la couronne et la carte du monde à ses pieds. Et donc voilà, on voit aussi que enfin, ça fait écho à cette symbolique du Y comme choix entre vice et vertu. Hmm, hmm, Et hmm. plus largement, aussi, évidemment, le Y peut renvoyer à la Trinité. Donc, c'est un autre symbole chrétien. Donc là, le scutum fidei, littéralement, c'est le bouclier de la foi. Et donc, on voit que Dieu se sépare en trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu est les trois, mais aucun des trois n'est l'un des deux autres. Et donc, ça forme une sorte d'armature en Y qui est la protection du croyant face, voilà, le bouclier de la foi. Euh, donc je trouvais que voilà, tous ces symboliques
se croisent également. Euh, Oui, ça a été, la forme du Y a été vite récupérée par pour sa force de frappe symbolique, schématique. mm, Et ce qui m'intéresse, c'est l'idée de calligraphie et de plume. Tu mm, as parlé de plume et oui, de la tracer en fait oui. pour avoir fait un peu de calligraphie à mes heures perdues. Effectivement, si on est droitière, la branche de gauche va forcément être plus épais que la branche de droite. Oui, parce que l'angle se ferme lorsqu'on veut dessiner la... Oui. Après, tout dépend aussi de l'angle de la plume. Il y a Oui. différents modèles calligraphiques aussi. Et dans Oui. certains, l'angle est plus... enfin, selon l'inclinaison, il peut y avoir des contrastes qui s'inversent. Mais notamment, je pense à la rustica, la calligraphie rustica, qui a Euh, enfin, avec une plume très verticale. Et donc, les fûts sont plus étroits que certaines diagonales. Oui, Ouais. je pense qu'il y a vraiment la plume lambda Mm, prise en main naturellement mm. euh, créera cette différence en fait d'épaisseur. Après, j'imagine amener des personnes créatives comme ça à imaginer des voies vers le ciel. Là, il y a comme une rupture avec la planche suivante. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Nous ne sommes plus dans le pythagorique. Non. Ouais, je trouvais assez intéressant d'explorer cet aspect-là, puisque il se trouve qu'il y a une symbolique euh, genrée, sexuelle, attachée à la lettre Y, qui est assez fascinante, puisque pendant très longtemps, bah, pendant l'Antiquité, c'était surtout un symbole associé à la féminité. Donc les Grecs parlent de vase qui recueille les fluides, aussi un réceptacle de vie, ce qui fait écho aussi à l'utérus, donc qui a lui aussi une forme de Y. Donc il y avait tous ces symboles de la féminité. Et puis à partir du moment où on a découvert les chromosomes, donc ça remonte au 19e siècle, on a décidé de les nommer X et donc par suite Y. Et donc voilà, il se trouve que la femme a deux chromosomes X et l'homme a un chromosome X et un chromosome Y. Donc le Y s'est trouvé associé uniquement à l'homme, donc à la masculinité. Et donc il y a toute une nouvelle symbolique qui s'est développée en opposition à l'ancienne, avec le Y associé à l'homme et plus à la femme. Donc là, j'ai mis deux exemples. On voit la bande dessinée Y, le dernier homme. En anglais, c'est Y, the last man. L'histoire, c'est tout d'un coup, tous les porteurs du chromosome Y disparaissent, sauf le héros principal, qui s'appelle Yorick. Bah voilà. Et puis un autre. Mais j'imagine que c'est le fantasme de pas mal de jeunes hommes, you know. Je sais pas. J'avoue que j'ai pas lu la BD. Euh, donc je sais pas exactement, mais je trouvais que c'était assez iconique. Et puis le parfum de d'Yves Saint Laurent Y, donc c'est là encore c'est un parfum pour homme, et donc la publicité dit un homme pleinement accompli. Donc on voit encore que là le Y est associé une fois encore à l'aspect de la masculinité. Voilà, je trouvais ça assez amusant d'avoir les deux en parallèle. Peut-être que le Y est la seule lettre qui a changé de sexe, on peut dire, dans son histoire. Oui, et puis c'est une lettre par rapport à la génétique qui est peut-être disproportionnée en fait dans sa représentation en tout cas du travail génétique accompli sur le chromosome. Parce que le X porte beaucoup plus d'informations génétiques que le Y. Mais puisqu'il s'agit d'une différenciation avec la femme, donc forcément,
l'Y prend beaucoup de plus de valeur de représentation. Et chez certaines espèces, c'est différent. Il y a le système W, W et WZ, où c'est le mâle qui a deux chromosomes identiques et la femelle qui a deux chromosomes distincts. Donc ça peut varier selon les espèces. D'accord, mais ça, c'est pas pour les êtres Non, je humains. crois que c'est chez certains oiseaux, comme ça. Ah d'accord, Mm, OK. ouais. Bon. Oui. On voit qu'effectivement, on a appelé ça Y parce que on a nommé X à la base. Et donc, c'est un peu aussi un hasard que le Y se retrouve associé à la masculinité. C'est un hasard de l'alphabet, encore une fois. Parce on Mmh, a souvent tendance à nommer Y, à utiliser la lettre Y comme un deuxième X, en fait. C'est le cas en mathématiques, la deuxième inconnue, c'est Y, X, Y. C'est souvent, c'est quelque chose que j'ai retrouvé beaucoup en faisant des recherches sur les Y, c'est que c'est un peu l'éternel second. Donc, on a le I, puis le Y, on a le X, puis le Y. Voilà, c'est une lettre un peu à part dans dans l'alphabet, je trouve. Euh, c'est comme les axes Y, X, c'est les Y, enfin pour moi, mm. Western, like occidental, c'est Mm. l'Y que je lis entre guillemets en premier. Oui, oui. Yeah. Après, c'est aussi le fait que le Y a été, en fait, a été réemprunté au grec par les latins plus tardivement. Donc, c'est déjà une lettre étymologique qui sert à noter des emprunts à l'origine. C'est vrai qu'elle a un statut un peu particulier. Par exemple, quand je pense justement, j'avais mis dans mon mémoire une référence à Rimbaud qui écrit son poème sur les voyelles. Donc voilà, les lettres voyelles, c'est A, E, I, O, U et Y. Et en fait, Y c'est pas trop comment le traiter puisque déjà il est utilisé pour transcrire plusieurs sons. C'est notamment en français I et donc la voyelle I, mais aussi la semi-voyelle I. Et finalement, c'est juste un autre i en français. Et donc, Rimbaud, finalement, ne l'évoque pas vraiment. Il la met juste à la fin du poème sous le nom Ieux, où là, c'est plus une voyelle, mais une semi-voyelle. Donc, je trouvais ça amusant aussi que euh, le poème, L'extrait ou le euh, poème? le poème de Rimbaud, oui. Je veux bien l'entendre, s'il te plaît. Euh, c'est alors A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. À noir, corset velu, des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre, candeur des vapeurs et des tentes. Lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombrelle. Pourpre sans cracher, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. Cycle, vibrement divin des mers virides. Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô suprême clairon, plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes pauvres Rimbaud, c'est si joli. Et pourtant, c'est juste un i. Oui, c'est même Ouais. pas un i, c'est un i, un I, iode. yeah, c'est même Voilà. pas un i, c'est un i. Bon, tu peux ajouter un addendum à ça, à ça poème. Oui, c'est Euh, vrai que pendant longtemps en typographie notamment comme le y a été emprunté au départ, c'était un u en grec, c'était le upsilon. Et puis par adaptation phonétique en latin tardif, il n'y avait pas de u, donc c'est devenu i, parce que c'est juste l'arrondissement des lèvres qui change, iu. Et donc pendant longtemps, l'orthographe pouvait pouvait alterner entre i et y dans les mots. Donc ça a souvent été utilisé comme voilà, comme variation graphique, soit pour des raisons de lisibilité, puisque dans les enchaînements de lettres, le Y était un peu plus distinctif. Parfois même d'encombrement. Donc, par exemple, dans Chant fleuri, on a parfois dans une même phrase un mot qui s'écrit de deux manières différentes. Donc, on peut se demander si c'est pas juste pour avoir des lignes plus homogènes. hmm, Voilà, donc
Et parfois, même encore aujourd'hui, les deux orthographes subsistent. Par exemple, dans abîme, finalement, le mot aujourd'hui en français, c'est avec un i accent circonflexe. Mais dans l'expression mise en abîme, on a gardé l'orthographe avec un y. Donc voilà, c'est assez étonnant de voir les deux, alors Oui. que à l'origine, c'était à Bussos, donc avec un U. Oui, ce qui est intéressant de noter, de se rappeler toujours, c'est que l'évolution des lettres, c'est souvent liée à une époque où il y avait énormément de main-d'œuvre avant l'imprimerie, donc à une organisation par les gens dont c'était le travail et qui devaient inscrire ces lettres à longueur de journée et donc qui cherchait sans cesse des manières de plus efficaces, de trouver des manières de ne pas confondre des glyphes. Il y avait beaucoup de minims pour les scribes en tout cas. Donc, parfois c'est pas mystérieux, c'est juste très pragmatique là, comment les glyphes évoluent. Juste pour terminer avec cette planche, donc là Hein, en parlant de mystère, hein. it's not a pretzel. Euh, ça revient à ce que tu disais sur le Y, peut-être il y a longtemps qui représentait la femme, Oui. et là c'est inversé. Oui, puisque c'est un peu, enfin, finalement, c'est une sorte de redécouverte récente, beaucoup mis en avant aujourd'hui sur le clitoris, donc qui finalement a lui aussi une forme de Y. Donc peut-être qu'on revient quelque part à la féminité. Bon. À la réappropriation du Y par les femmes. Ouais. Bon, je pense qu'on a mieux à faire de nos luttes actuellement, mais bon. Non, mais je trouvais Euh, ça assez intéressant de comment, enfin, finalement, un symbole pourrait être utilisé de plein de façons différentes pour représenter quelque chose et son contraire. Et le Y, je trouve que ça l'illustre parfaitement. oui, passons à la dernière planche. Oui, en fait, c'était un peu la dernière partie du mémoire où je voulais montrer que il y a plein de symboliques du Y qui se sont accumulées, et puis il y en a toujours de nouvelles qui apparaissent, comme, enfin, effectivement une forme très simple et universelle. On parle de génération Y, génération X, génération Y, génération Z, bon, il y a une des explications pour la génération Y, ce serait aussi le développement des écouteurs. Donc voilà, on porte tous des écouteurs, donc il y aurait ça forme un Y. Bon, c'est un peu une légende, mais c'est quelque chose d'assez évoqué. Également plus récemment euh, dans la musique. Donc là, c'est un clip de rap de Jul. Donc c'est un chanteur marseillais qui a une chanson qui s'appelle En Y. Et en fait, En Y, dans le parler un peu populaire, ça veut dire faire une roue arrière sur un scooter. Ça évoque effectivement un Y, donc plutôt à deux branches, avec le scooter qui est la diagonale de droite et le bus du conducteur la diagonale de gauche. Et donc c'est une expression qui s'est de plus en plus développée et qui voilà peut même être utilisée maintenant avec voilà de manière plus large pour dire maîtriser, dominer, euh, être voilà. D'accord. Donc ça s'utilise comment enfin, moi qui ne suis pas du tout Gen Y Mm. ou Z, Mm. euh, je suis en Y ou il était en Y ou Ce serait plutôt mettre en Y. Euh, je vais les mettre en ah, Y. C'est-à-dire, je je vais vais me mettre en Y. ouais, mettre en Y, dominer, renverser, régner en maître. Euh, Ah ouais, euh, ok. Parce que moi, oui, 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 non, mais après les références, c'est générationnel et ouais. lorsque je pense à me mettre en Y, j'ai l'impression que je vais faire la danse stupide là de YMCA. Non, c'est un autre Y C'est un autre Y dont tu dis qui qui renvoie plus s'apparente à la à la, domination. bah, Oui, c'est un peu, réussir à faire une roue arrière sur un scooter, c'est, voilà, c'est considéré comme quelque une chose, enfin, c'est prouesse, valorisé, voilà, une prouesse, c'est valorisé socialement, et donc,
Mettre en Y, c'est montrer à quel point on est fort et on maîtrise. Voilà, ok, donc le référence, ça reste toujours cette position à scooter et tout le monde le sait. Et donc, voilà, ok, Et c'est d'accord. vrai que bon, quand on l'entend au départ, si on n'a pas cette référence-là au monde du stunt, eh ben, on ne peut pas comprendre l'expression. Oui, Euh, oui, oui, mm, mais effectivement, si ça a été repris par un rappeur connu dans un vidéoclip, mm. c'est une circulation que je n'ai pas vue évidemment, mais qui, pour des plus jeunes, est impactant, j'imagine. Bah moi, je connaissais pas la chanson. En fait, c'est un ami qui m'en a parlé. Et apparemment, l'expression est finalement assez répandue. Alors, je sais pas si ça va rester longtemps, mais en tout cas, voilà, dans les années 2020, 2010, 2020, c'était en Oui, usage. so, là, juste pour terminer sur Mm. cette planche, donc on a un logo Euh, de société russe. J'avais mis aussi pour l'aspect voilà, générationnel parce que de la génération Y, puisque c'est aussi des premières générations qui a grandi avec le développement d'Internet et tout ce qu'on appelle les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Et donc, je trouvais intéressant ce logotype de Yandex, un moteur de recherche russe, qui reprend un peu cette idée de globalisation avec la boule, le globe, qu'on peut voir dans beaucoup de moteurs de recherche, Firefox aussi. Sauf que là, c'est peut-être une sorte de réseau qui englobe toute la planète et qui forme un Y. Donc, pareil, un peu, on retrouve ce que les Grecs appellent le tristatome, donc trois voies qui se séparent ou qui se rejoignent. Et puis, Oui, c'est mm, ça qui est intéressant mm, dans cet exemple mm. là, c'est qu'on voit cette bifurcation, mais c'est l'implication avec le sphère, c'est que ça se rejoint. Et puis après aussi, il y a l'autre aspect que je trouve intéressant, c'est que euh, c'est le Y qui a été choisi, puisque en russe, Yandex, ça s'écrit avec un IA, donc c'est cette sorte de R Inversé avec inversé. là. Et donc dans la translittération en latine, on l'écrit avec un Y. Et donc c'est le Y qui a été choisi. Donc c'est aussi ça montrait aussi tout un aspect qui est bon, dont on se préoccupe de plus en plus en typographie, c'est la sorte de suprématie de l'alphabet latin sur tous les Mhm. autres alphabets. Donc là aussi il y a toute une histoire euh, autour de ça. Bon, il y a un des exemples les plus connus, c'est la réforme d'Atatürk en Turquie qui a imposé l'alphabet latin aux dépens de l'alphabet arabe, qui était Mhm. considéré comme plus moderne, plus abouti. Ça, c'est une idée qui se retrouve un peu tout au long du XXe siècle aussi, qui est assez ancienne, puisque déjà, non, c'est Condorcet qui écrit dans Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain que voilà l'alphabet et notamment l'alphabet latin est un peu l'aboutissement Ah oui. de l'évolution de l'écriture. Et ça, cette idée, elle se retrouve après tout au long du XXe siècle, donc en Turquie, mais aussi en Russie, où il y a notamment le linguiste Nicolas Marr qui pousse à l'adoption de l'alphabet latin. Donc là, pareil, plus moderne, plus universel, moins archaïque et bourgeois. Et puis pareil en Chine également, où il y a eu cette tentative aussi d'abandonner les caractères chinois pour adopter l'alphabet latin. Donc finalement, ça n'a pas eu lieu, mais c'était voilà quelque chose qui était envisagé. J'ai regardé le logo à nouveau et puis l'écriture. Effectivement, on peut se demander dans quelle mesure ça n'a pas été choisi également pour une localisation anglophone, sachant que l'anglais est devenu la langue de la globalisation, en tout cas pour beaucoup de marketing, et que l'utilisation, la préservation du i aurait impacté également la prononciation. Aurait pu, suivant la personne qui va dire et qui va choisir I ou E. Mm. Par rapport au choix de l'initiale, Oui, c'était un ya, le un russe. ya ou un ya.
Mais lors de la retranscription, on aurait pu choisir le I, le et. Sauf que, oui, qui aurait fonctionné pour la France, par exemple, mais pas pour le Royaume-Uni ou les autres pays anglophones. Yeah. Après, je I'm pense que just thinking of the. c'est vrai que c'est plus je pense la translittération officielle des lettres ya, yo, you. C'est plus avec un Y classiquement, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent les logos sont pensés pour des lecteurs de l'alphabet latin et notamment la marque automobile Kia a changé récemment son logo et en fait actuellement ça ressemble à K et un I cyrillique. Et donc si on le lit en cyrillique, en fait on lit qui et pas Kia. Je trouvais ça intéressant de manière globale de penser que c'est vraiment voilà, on est orienté plus alphabet latin et on prend pas forcément en Oui, considération d'autres oui, 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 lectures mais possibles. de toute manière, parce que c'est le savoir est directionnel aussi. Enfin, les Anglais ne vont pas comprendre des références cyrilliques. Or, le restant du monde a dû apprendre l'anglais, malheureusement. Lorsqu'on commence à regarder un simple glyphe comme ça, comme objet, on le voit partout. Ça a été le cas pour toi après le master? Tu vois des Y partout. À quel point c'est devenu une légère, une sorte de maladie? Obsession. C'est vrai que je pense pendant 2-3 ans, je continuais un peu à voir ça partout parce que des Y, j'en ai vu beaucoup, notamment dans les marquages au sol, des signalisations routières, j'en ai vu. Et puis il y a pas mal de magasins, de studios, soit des studios qui ont comme logo des Y. C'est assez fréquent, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup aussi. Ou alors juste même le nom Y. Ouais. Bon là je les ai pas forcément en tête, mais c'est vrai que plus on devient attentif à ça, plus on les remarque. Il y a beaucoup de marques aussi qui jouent là-dessus comme c'est une lettre étymologique et en français on les retrouve surtout dans des mots savants. Il y a beaucoup de marques qui jouent là-dessus en changeant un I en Y, par exemple Prestige écrit avec un Y qui est Oui, utilisé pour des marques qui se veulent un peu de luxe. Donc ça un c'est peu moyenâgeux. voilà. Donc c'est assez amusant quand on regarde tout ça. Non, maintenant je les remarque un peu moins, je pense. D'accord. Est-ce que une autre lettre ou glyphe, si tu devais en choisir une, ce serait. Alors, je sais pas exactement. Déjà, en traitant le Y, je me suis rendu compte que je traitais pas mal de lettres de l'alphabet, parce que d'un point de vue étymologique, le U, le V, le W, le Y et même le F ont la même origine phénicienne du wa, puisque le F dérive du digamma grec, donc qui est lui-même une évolution du wa phénicien. Donc ça fait déjà 5 lettres. Et puis après voilà, je n'avais pas envie de traiter d'autres lettres. Par exemple, sur le A, il y a beaucoup de choses qui ont été faites parce que c'est la lettre la première lettre de l'alphabet. Et puis sur le X aussi, il y a des choses. Voilà, c'est une lettre également très symbolique. Mais c'est vrai que je trouvais que le Y est peut-être moins connu que d'autres. Oui, Euh, je pense mm, aussi. C'est pour ça que c'est tellement bien que mm. tu sois venu aujourd'hui pour nous en parler. Je sais que j'ai appris beaucoup de choses sur le Y. Je te remercie vraiment beaucoup. Ça a été vraiment très intéressant. Après, on pourrait encore en parler longtemps parce que c'est vrai que le mémoire est fait 160 pages, il y a 150 illustrations. Voilà, on pourrait aborder encore plein d'aspects, mais bon, ça donne déjà un aperçu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. À une prochaine, j'espère. Ok, merci beaucoup Nicolas. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y a un point que tu aimerais aborder avant qu'on se dise au revoir, qu'on n'a pas vu dans les planches? Ouais, j'avais pensé au Y comme toponyme. J'ai trouvé plusieurs références à ça dans la recherche. Il
il y avait par exemple une zone de recensement en Alaska qui est à l'intersection de deux routes principales. Et donc là, on retrouve encore la route en Y et donc qui a donné son nom à la zone. Donc ça a changé après de nom. Que je retrouve le nom. Matanuska Susitna. Bon, je suis pas sûr de le prononcer bien. Et puis en France, j'ai trouvé aussi le Y grenoblois qui est en fait le Grenoble qui est à l'intersection de trois massifs montagneux, la Chartreuse au nord, le Vercors à l'ouest et le massif de Beldon à l'est. Et donc on a très vite ça forme un grand Y entre trois massifs. Et donc c'est une dénomination courante. Et puis aussi dans la Somme, il y a une commune qui s'appelle simplement Y. Donc il y a une histoire assez amusante puisque ça viendrait d'un toponyme gallo-roman Idiacum, donc littéralement le lieu, la propriété de Ido. Et puis par évolution phonétique, les consonnes se sont amuées, donc il y a la chute des consonnes, c'est devenu Yay, et puis simplement I, avec plusieurs orthographes, donc il y a d'abord eu H, Y, puis simplement Y, et donc finalement c'est la forme Y qui est restée. Et donc on l'appelle la ville I, et ce qui est encore plus amusant, c'est qu'ils ont recréé un gentilé, donc les gens qui habitent la ville, et on les a appelés les Ypsiloniens, donc en référence à la lettre Y, et plus au nom d'origine Idiacum. Et donc j'ai trouvé ça tellement amusant que j'ai envoyé mon mémoire au maire, à la mairie de la ville, de la commune d'I. Et donc il y a une exemplaire du Y dans les archives municipales. Et voilà. Ça m'a fait très plaisir. Voilà. Est-ce que le maire t'a répondu? Oui, d'ailleurs c'est un certain monsieur Joly avec un Y. Donc je trouvais ça aussi assez joli. Et ouais, j'ai une photo du maire avec mon mémoire devant le panneau d'entrée de I. Excellent. Voilà, ça fait partie des quelques anecdotes autour de la recherche. Toponymique, ouais. Excellent. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Je pense que après on pourrait continuer longtemps. Ok, on va s'arrêter là.